Voici l'histoire d'un petit garçon malheureusement handicapé et les parents pensent qu'il vit une véritable injustice. Vous allez comprendre pourquoi. Nous les appelons sur ce plateau. Voici Benoît et Stéphanie. Dans cette affaire, deux parents d'un enfant handicapé ne bénéficient plus d'une aide au transport. Ils ne savent plus comment faire pour emmener leur fils à l'école. Je suis ravi de vous avoir eu au téléphone parce qu'on ne savait plus à qui s'adresser et donc il y a des textes très clairs qui disent que ce sont les écoles. Bien sûr. Pour sans aucun doute, c'est une affaire qui commence tout de suite. José et Stéphanie et non Benoît, je vous ai rebaptisé, je vous présente toutes mes excuses. Merci à tous les deux d'être sur le plateau de Sans aucun doute. Qu'attendez-vous, José, de cette émission? Que mon fils il puisse toujours vivre la situation qu'il a actuellement. Alors, pour nos téléspectateurs qui vont voir un reportage qui va bien leur expliquer, de quoi souffre-t-il exactement, madame? Quel est son handicap? Un handicap moteur et plus... Il est handicapé à combien? Il est considéré 80%. handicapé à 80%. Et il a besoin, pour ce qui est l'école pour lui, d'aller à 80 km à peu près de votre domicile. Voilà. Pour cela, un taxi est pris en charge aller-retour, était pris en charge, Oui. mais aujourd'hui, les organismes sociaux vous disent on ne prend plus ce taxi en charge. Oui. Et c'est évidemment une somme que vous ne pouvez pas débourser pour Non. que l'enfant... Est-ce que vous vivez ça comme vraiment une injustice par rapport à cet enfant? Est-ce que vous comprenez pourquoi du jour au lendemain, on dit oui, on paie 1 an, oui, on paie 2 ans, et puis tout d'un coup, on ne paie plus? Oui, pour moi c'est une injustice parce que mon fils il n'a pas demandé non plus à être comme ça et puis du jour au lendemain qu'on m'enlève le transport pour mon fils, je trouve ça honteux. Puis Mais qu'est-ce qu'on vous donne comme raison? aucune. C'est fini. C'est fini. À chaque fois que j'appelle pour savoir pourquoi, il n'y a aucune personne qui est capable de me dire le pourquoi. En fait. Et alors, si le petit, madame, ne peut pas aller dans cet établissement, si vous ne pouvez pas, et je le comprends, 1 000 € par mois à payer un taxi, il va faire quoi? Le problème, c'est qu'il n'aura plus de soins du tout, il n'aura plus rien. Et nous, on ne peut pas se permettre de lui faire ces soins-là, quoi. Vous baissez les bras, là, un petit peu? Un peu quand même, mais bon, pas trop. Faut pas que le gamin s'en rende compte parce que avec toutes les difficultés qu'il a aussi, s'il y a une retombée sur lui, en fin de compte, il va faire marche arrière, il va dégraisser complètement et puis. Et il est au courant de la situation? Oui, il est un peu au courant quand même. Et qu'est-ce qu'il en dit? Vous lui avez expliqué Oui, un petit peu, on lui a expliqué. Lui, Maxime, pour lui, c'est lui retirer. C'est sa deuxième vie en fait, compte là-bas au centre, c'est lui retirer sa vie et puis. Parce qu'il est content d'aller là-bas, parce qu'il a des copains, Il est parce content que... puis d'avoir fait les progrès qu'il a fait au centre. Il s'en rend compte. Il s'en rend Oui. compte. Quel genre de progrès? C'est-à-dire à l'âge de 4 ans, à 3 ans et demi, il ne marchait pas du tout. Et puis quand il a été placé au centre, 6 mois après, il a réussi à se lever, à se mettre sur ses jambes, avec des attelles de marche, tout ce qu'il faut. Et puis, Ça a dû être un moment formidable pour vous. Ah non? oui, bien sûr. Écoutez, j'ai envie de vous dire que dans votre malheur, nous entendons beaucoup parler en ce moment de lois, d'amélioration pour les handicapés. J'ai l'impression qu'il y a une véritable volonté dans ce pays de réhabiliter le droit des handicapés. Voici une occasion formidable de montrer qu'on peut les aider. Nous allons d'abord voir le reportage. Il est signé Benoît Doms et nous donnerons des coups de fil ensuite. Regardez bien. Comme tous les mercredis matins depuis 4 ans, Olivier, chauffeur de taxi, accompagne Maxime, 13 ans, pour parcourir les 30 km qui séparent le domicile de ses parents du point de ramassage assuré par le centre de rééducation motrice dans lequel Maxime est scolarisé. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois. Mais il fait pas bien beau aujourd'hui, hein? Depuis sa naissance, Maxime souffre d'importants troubles moteurs et cérébraux. Le soutien du centre de rééducation est donc indispensable au développement de l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui assurait la prise en charge des 1 000 € de frais de transport mensuels. On est parti. À ce soir. Début février, la caisse primaire d'assurance maladie décide brutalement et contre toute attente de supprimer un soutien financier primordial pour cette famille. Olivier est attaché à son jeune passager, il a du mal à comprendre une telle décision. Je pense que on n'est pas à 1 000 € près pour emmener un petit garçon prendre son taxi pour aller à l'école. Je pense pas que ce soit une dépense inutile, hein. C'est surtout ça un petit peu la surprise du refus de la caisse, quoi, en fait, hein. Ce refus est catastrophique pour l'avenir du jeune garçon. Victime de violentes crises d'épilepsie dues à son état, il est pris en charge à 80% par la Cotorep. Maxime se bat de toutes ses forces, il a déjà subi 14 opérations chirurgicales. Pour Maxime et ses parents, ne plus aller au centre serait l'enfermer dans son handicap. Maxime, le problème qu'il a, c'est qu'il est handicapé moteur cérébral, avec un problème au niveau du cerveau qui fait les crises d'épilepsie
Maxime fait des convulsions la nuit, il fait 30-40 crises la nuit, bon, il faut être là à ses côtés, il faut s'en occuper, ce qui est une charge lourde pour la famille, pour les parents, pour ses petits frères, c'est lourd. La maladie de Maxime est très contraignante pour toute la famille et nécessite l'attention et les soins que l'on apporte habituellement à un enfant en bas âge. Il faut s'en occuper, il faut le laver, il faut le mettre dans la baignoire, il faut tout ça, il faut tout l'aider. Le matin, on voit le matin, il faut une bonne demi-heure pour qu'il puisse se lever du lit. Encore difficilement. Bon, il a ses attelles de marche. Quand il n'a pas ses attelles, il ne peut pas marcher. Un établissement scolaire classique n'est pas adapté aux besoins spécifiques de Maxime. Ses parents se remémorent des instants parfois difficiles. Au début qu'il était à la maternelle, on a bien vu comment c'était. On le mettait dans un coin dans la classe et puis Maxime reste comme ça. Et puis voilà. On allait chercher le matin, on allait chercher le midi. Bon, il n'avait pas bougé de la chaise. Il restait sur la chaise et puis il ne bougeait pas. Je passais une fois, il était par terre. Et puis la personne qui s'occupait de lui, elle était plus loin. Et puis... Alors ça fait mal qu'on voit ça. À 4 ans et demi, depuis son placement en centre spécialisé, Maxime fait ses premiers pas. Pour toute la famille qui avait désormais perdu espoir, ses progrès sont miraculeux. En janvier 97, quand il est rentré au centre, 6 mois après, le gamin se mettait debout. Il commençait déjà à faire des pas, il avait 4 ans, il avait 4 ans et demi. Au jour d'aujourd'hui, je pense pas qu'il se mettrait debout. Donc c'est pour ça qu'il est obligé d'aller dans un centre adapté à ses besoins. José, le père de Maxime, a sacrifié une partie de sa vie pour s'occuper de son fils. La famille vit avec 900 € par mois. Maxime va beaucoup à l'hôpital pour ses convulsions, pour des opérations au niveau des chevilles. Donc il va beaucoup à l'hôpital pour ça. Et puis moi je l'accompagne, j'ai toujours dit que je l'accompagnerai. Et puis j'ai perdu mon emploi à cause de ça. Donc actuellement, même financièrement, c'est impossible d'y arriver, de voir le bout. Alors, pour les frais de transport, la prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie devient indispensable. Ne plus avoir cet argent reviendrait à condamner Maxime une nouvelle fois. La famille est incapable de payer. Pour moi, c'est les retirer comme si on lui retirait sa vie. C'est comme je dis, c'est sa deuxième maison. S'il a plus sa rééducation, s'il a plus les soins comme il a au centre, c'est fini pour lui même. Il restera cloîtré dans sa chambre ou dans un fauteuil et puis voilà. Il n'a pas demandé à venir au monde comme ça. J'estime que ces enfants-là, il faut s'en occuper. Alors je me bats jusqu'au bout, puis on verra bien. On verra bien. La caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé la prise en charge du transport, c'est le centre spécialisé qui prend en charge les frais pour l'instant. Mais le centre ne peut plus payer. Les parents doivent alors trouver une solution. Le papa contacte le directeur du centre de rééducation. Il veut trouver une issue au problème. Moi, j'ai que deux solutions à vous proposer. C'est soit on est sur une situation d'internat avec ce qu'on peut assumer, soit c'est un projet de réorientation, et là c'est à la CDS de trouver un établissement qui soit en mesure de l'accueillir dans un accueil de jour. D'accord ? Les deux propositions faites par le directeur ne correspondent malheureusement pas aux besoins du jeune garçon, comme l'atteste ce certificat médical émanant du médecin du centre. Il justifie une prise en charge dans notre établissement puisqu'il n'en existe pas de plus proche de son domicile. Par ailleurs, l'épilepsie, notamment nocturne, rend préférable ce retour à domicile la nuit. Chacun se renvoie la balle, chacun veut s'écrire, chacun veut s'envoyer des courriers, puis finalement, le problème, ça suit, et puis les jours passent, et puis c'est toujours pareil. José et Stéphanie se battent jusqu'au bout. Ils se retournent alors vers la caisse primaire d'assurance maladie. Le rendez-vous est filmé en caméra cachée. Et là, je fais comment là, pour mon fils pour qu'il puisse aller en éducation à 2 ans C'est pas nous qui assumons les transports. De toute façon, on a fait une erreur en vous l'accordant. Voilà, on vous a fait une erreur en vous l'accordant, on n'aurait jamais dû vous accorder ça. Oui. Quand on s'est rendu compte, comme on s'était engagé et comme on avait signé les accords, on a tenu notre engagement et puis on a réglé les transports en question. Quand on s'en est rendu compte, on a dit non. À la demande de prise en charge que vous avez faite, on vous a dit non. Vous avez contesté, vous avez eu le rapport, le compte-rendu de la contestation que vous avez faite. Donc on ne peut pas aller au-delà. Alors pendant 4 années, ça fait 4 erreurs en fait. On a fait
4 ans de suite. Oui. Déjà. Pourquoi on arrête comme ça 2004-2005, Parce qu'on a scolaire fait- 2004-2005? Parce qu'on a fait des erreurs, monsieur. Oui. Parce qu'on a fait une erreur. Mais 2004-2005, logiquement 2005, c'est pas fini. Vous avez contesté, vous savez bien, Oui. vous avez contesté, vous êtes allé au contentieux, on vous a dit non. José et Stéphanie sont effondrés, mais ils veulent encore y croire. L'avenir de leur enfant est en danger. J'espère qu'on va trouver une solution assez rapidement quand même. Parce que sinon, surtout pour Maxime. L'enquête est signée Benoît Domps pour Sans aucun doute. Ce qui est tragique, c'est de voir, parce que vous devez vous raccrocher à ça, les progrès qu'il fait, c'est pour vous, c'est peut-être la chose la plus extraordinaire du monde, et se dire que tout ça, ça peut s'arrêter du jour au lendemain si on ne fait pas quelque chose. Oui. Vous, monsieur, vous avez été obligé d'arrêter votre travail pour vous occuper de votre fils? Oui, j'ai eu des difficultés avec mon patron et puis donc j'ai obligé de trouver un arrangement pour que j'arrête de travailler. Parce que madame, on est bien d'accord que s'il est seul dans le jardin, il tombe, il faut qu'il y ait tout de suite quelqu'un, il ne peut pas se relever. Non. S'il n'a pas d'appareillage. Non. Et c'est ce qui est arrivé, je vous ai entendu le raconter dans le reportage. Un jour, il est tombé, il n'y avait personne pour le ramasser. Oui. Je suis passée devant l'école, il était par terre. Alors, si cette dame vous dit qu'il y a eu une erreur, qu'on n'aurait jamais dû vous l'accorder, est-ce qu'elle vous dit au moins, il y a une autre caisse qui s'occupe de ça, notre centre, est-ce qu'on vous donne au moins une piste? Non, pas du tout. On a même fait la demande au niveau de l'action sanitaire sociale. Ça a été refusé. Même là, j'ai pas compris. Puis quand j'y étais à la sécurité sociale, ils n'ont pas de traces de mon dossier. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que ça existe, ce genre de transport subventionné. Sinon, ils ne vous l'auraient pas accordé. Même si, par rapport à un dossier, vous ne deviez pas l'avoir, admettons, ça veut dire que d'autres l'ont. Ils n'ont pas inventé ce service Bien pour sûr. vous. Donc on peut se demander aujourd'hui comment un enfant qui est quand même handicapé à 80%, nous l'avons vu, n'en bénéficierait pas. C'est complètement illogique. Maître de Caumont, alors, déjà, première question, est-ce que c'est effectivement à cet organisme-là de payer la subvention ou est-ce que c'est à un autre organisme? En tout cas, qui doit payer? C'est tout le problème du maquis juridique caricatural qu'on connaît parfois en France. C'est la prise de décision d'une part et d'autre part celui qui doit payer. Et il y a manifestement de la part de la Caisse d'assurance maladie un rejet. Il y a d'autres organismes que nous pouvons contacter qui sont amenés à prendre des décisions et éventuellement à déterminer où doit aller ce jeune enfant et qui doit payer le transport. C'est pour ça que je pense qu'il faut se diriger vers ces autres organismes pour débloquer la situation. Nous allons maintenant essayer d'appeler, bien sûr, la fameuse caisse qui vous a donné ces subventions durant un premier temps et qui vous les retire maintenant. La régie fait le numéro. Allô? Allô? Bonjour monsieur, pardonnez-moi de vous déranger. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Julien Courbet expose aux responsables de la caisse la situation de José et Stéphanie. Comment se fait-il qu'on leur retire la subvention? Le problème, c'est que les textes ne vous permettent pas de rembourser les transports. Mais les textes ont changé? Non, c'est... Normalement, c'est à la charge de l'établissement, là où il est, le gamin. Parce qu'ils l'ont eu pendant combien de temps, cette subvention? Ce dossier-là est déjà malheureusement, je dis bien malheureusement parce que j'ai eu plusieurs fois les parents au téléphone, il était déjà passé à la cour d'appel et le juge de la cour d'appel avait refusé les transports. D'accord. Et alors dans ces cas-là, quand un petit... Alors ça, vraiment pour mon information, quand un petit garçon donc est handicapé, que les parents ne peuvent pas assurer le transport, à qui faut-il s'adresser dans ces cas-là? Le problème, c'est que je crois, de mémoire en ce moment, le dossier est à l'action sanitaire et sociale. D'accord. Vers qui ils peuvent se tourner alors? Quel est l'organisme qui prend en charge ce genre de choses? Normalement, c'est l'établissement. Mais alors de mémoire, Ah, et l'établissement dit que c'est vous, visiblement. Dans un instant, la suite de cette inquiétante histoire. José et Stéphanie vont avoir le plus grand mal à plaider la cause de leur fils, mais Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour aider cette famille. L'enfant se remet à marcher depuis 4 ans, hein, qu'il va là-bas. Là, ils ne peuvent pas assurer le transport, ils n'ont pas les moyens, parce que ça coûte plus cher que ce qu'ils gagnent. Et le problème, c'est que l'enfant, c'est terrible pour lui, ça. Oui. Nous allons faire face à une administration sourde à nos demandes. L'administration française doit guider les gens pour les amener au bon interlocuteur. Ce qui est manifestement pas le cas en l'espèce. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est le travail à leur place. Mais je pense qu'on a des directions de recherche. La suite dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous vous racontions l'histoire de José et Stéphanie, les parents de Maxime, un enfant handicapé de 13 ans. Ils ont bénéficié d'une aide au transport pour leur fils pendant plusieurs années, aide qui a été brutalement supprimée.
Nous sommes en ligne avec les différentes administrations afin de savoir pourquoi cette aide indispensable a été annulée. Et surtout, comment ses parents pourraient en bénéficier à nouveau. Voici la suite de cette affaire. Le juge de la cour d'appel avait refusé les transports. D'accord. Alors dans ces cas-là, quand un petit... Alors ça, vraiment pour mon information, quand un petit garçon donc est handicapé, que les parents ne peuvent pas assurer le transport, à qui faut-il s'adresser dans ces cas-là? Le problème, c'est que je crois, de mémoire en ce moment, le dossier est à l'action sanitaire et sociale. D'accord. Vers qui ils peuvent se tourner alors? Quel est l'organisme qui prend en charge ce genre de choses? Normalement, c'est l'établissement. Mais alors de mémoire, Ah, et l'établissement dit que c'est vous, visiblement. Alors que dit le texte? C'est en fonction de leurs revenus. Après, il y a des aides, mais c'est en fonction des revenus des assurés. Mais des aides qui sont versées par qui, monsieur? Par la caisse, mais c'est des prestations, ce qu'on appelle supplémentaires, c'est pas des prestations légales. D'accord, et pour y avoir le droit, il faut répondre à des conditions de ressources. Alors, ce monsieur gagne, je crois, actuellement, il est à côté de moi. 900 euros par mois. 900 euros. Oui. Et ça suffit pour les avoir ou pas? Je ne pense pas. Si vous me dites qu'il a eu un refus de l'action sanitaire et sociale, c'est qu'il doit gagner plus que le plafond, je pense. Ah oui, mais monsieur, le problème, c'est qu'ils sont un peu désespérés parce que l'enfant se remet à marcher depuis 4 ans, hein, qu'il va là-bas. Là, ils ne peuvent pas assurer le transport, ils n'ont pas les moyens, parce que ça coûte plus cher que ce qu'ils gagnent. Et le problème, c'est que l'enfant, c'est terrible pour lui, ça. Oui. Oui, j'ai déjà discuté avec M. Pruvot, je m'en rappelle, il m'avait dit qu'il avait fait des progrès considérables dans l'établissement, mais... La conversation qui va durer quelques minutes ne débouchera sur rien de concret. Julien Courbet demande alors à parler avec le directeur de l'établissement. Il est absent. Notre interlocuteur va l'informer de notre démarche. C'est pas facile, hein? Essayez 1 minute de vous mettre à la place de ses parents qui s'occupent de cet enfant handicapé. Vous vous rendez compte un petit peu la galère, c'est pas cette caisse, mais dans cette caisse, ça ne correspond pas aux revenus. Cette caisse ne veut pas entendre parler du dossier. Pour cette caisse, on n'est pas dans le département. Le directeur de l'école dit qu'il ne peut pas, ce n'est pas à lui de payer, mais la caisse dit que c'est au directeur de payer. Et pendant ce temps-là, le temps passe, et pour l'enfant, il ne se passe rien, maître de Caumont. Absolument. Et ce qui est décevant, c'est que nous avons une administration qui est censée, depuis déjà de nombreuses années, orienter les gens qui s'adressent à tort à une partie de l'administration qui n'est pas la bonne, vers la bonne administration. C'est-à-dire que normalement, l'administration française doit guider les gens pour les amener au bon interlocuteur. Ce qui est manifestement pas le cas en l'espèce. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est le travail à leur place. Mais je pense qu'on a des directions de recherche. Bien, donc le directeur du centre de rééducation, qui lui a quand même joué le jeu pour l'instant, puisqu'il assure l'intérim du taxi, mais il vous a dit que ça allait s'arrêter. Oui. Là, à la fin du mois. Ces jours-ci, oui. Voilà. Donc, vous avez tous entendu que, d'après la CPAM, c'est à ce monsieur de payer. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Je ne suis pas sûr qu'elle ait raison en matière de transport individuel. En matière de transport collectif, elle a probablement raison. Mais là, il s'agit d'un transport individuel. La régie fait le numéro maintenant. Julien Courbet appelle l'antenne locale de la caisse primaire d'assurance maladie et demande à parler à son responsable. Oui, allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Pardonnez-moi de vous déranger, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Julien Courbet revient en détail sur la situation du fils de José et Stéphanie. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez simplement nous dire, parce que c'est ça qu'on essaie de comprendre, qui peut prendre en charge ce taxi alors? Alors, justement, c'est l'établissement, il faut contacter l'établissement, c'est inclus dans leur dotation. Donc vous nous dites aussi que c'est l'établissement qui doit payer? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes formel là-dessus? Je confirme. Vous êtes le deuxième à nous le dire, remarquez, c'est plutôt pas mal. Je confirme, c'est sûr. Bon. Dans les textes. Bien, c'est dans les textes. Ah oui, mais c'est sûr. Non, on a un texte qui nous dit, justement, dans ce texte-là, c'est clair, et ils le savent, les établissements. Mais vous, monsieur, donc vous dépendez de la CPAM? Moi, je dépends de la CPAM. Mais alors pourquoi vous lui avez donné pendant 4 ans et on lui retire après? Si vous voulez, dans notre fonctionnement, si vous voulez, il y a eu une erreur de notre part, et si vous voulez, le dossier n'a jamais été sorti. Vous savez, nous, c'est aléatoire, hein, nos contrôles. D'accord. Vous savez, vous pouvez être pendant 10 ans malheureux remboursé et après avoir un contrôle. Hein. Est-ce que vous auriez l'extrême amabilité, peut-être d'envoyer un petit courrier à ce monsieur, directeur de l'établissement, en lui rappelant les textes, en lui disant « Monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous ne remboursez pas ses parents, ce taxi ?»
selon les textes comme vous l'avez signifié à monsieur. Nous, de toute façon, ce que je peux faire pour faire avancer le dossier, on va faire un petit courrier en rappelant ce texte. Ouais, ça serait vraiment bien parce que ça aurait plus de poids. D'accord. Mais de toute façon, ils sont au courant. Bon, mais enfin, moi, je suis ravi de vous avoir eu au téléphone parce que on ne savait plus à qui s'adresser. Et donc, il y a des textes très clairs qui disent que ce sont les écoles. Bien sûr. Bien. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Merci beaucoup de Au même. revoir. Coup de fil très intéressant. Plus qu'intéressant. Maître de comment, vu de ce que vient de nous dire monsieur, il faut s'adresser à qui maintenant alors? Soit l'école assume l'intégralité du coût du déplacement privatif en taxi, puisqu'il y a une partie collective et une partie privative, soit il ne veut pas ou il pense qu'il n'a pas le budget pour ce faire, et dans ce cas-là, il est possible de s'adresser à la CDES du département de monsieur pour leur demander à ce moment-là de faire prendre en charge la partie privative. La partie du département. La partie du département par le département. Est-ce que le taxi, dans le nombre de kilomètres qu'il a le droit de faire, dépasse la limite du département ou reste dans le deuxième département? A priori, je pense qu'il il le reste, hein. On est d'accord. Il reste dans le département et dans ce cas-là, normalement, le département où habitent nos amis et leurs fils doit prendre en charge la partie privative du déplacement. Nous allons donc appeler cette fameuse CDES. Ouais. Donc l'objectif, c'est de leur demander, on est bien d'accord, maître de commande, de prendre en charge tout ce que la fin du trajet que le taxi ne peut pas faire. Disons, le départ du trajet du domicile de Maxime au ramassage scolaire collectif de ce centre, oui. et le retour dans l'autre sens. Avant de donner de nouveaux coups de fil, un rapide point. Nous appelons donc le CPAM une première fois qui nous dit c'est au centre de formation de l'enfant de payer. Nous avons après un directeur des contentieux qui nous dit il y a des lois, il y a des directives, des circulaires qui disent que c'est au centre de payer. Nous allons appeler maintenant le CDES puisque a priori il y aurait une partie à payer qui pourrait être à leur charge. Voyons ce qu'ils vont nous dire. Nous appelons tout de suite, la régie fait le numéro. Le secrétariat du Centre départemental d'études spécialisées nous informe que la direction refuse pour le moment de communiquer avec nous. Ils promettent néanmoins de nous rappeler. En attendant donc la réponse de la direction, si la direction veut nous répondre elle-même ou si elle donne l'autorisation à cette personne de nous répondre, sachez également, et nous venons de l'apprendre en antenne, que la secrétaire du centre où est votre enfant cherche à joindre son directeur qui était à côté d'elle ce matin en réunion mais qui est parti entre-temps en lui demandant de nous rappeler. Nous allons voir si il accepte de le faire. Donc il ne nous reste plus qu'à poser la question au directeur du centre. Nous essayons de le joindre. Allô ? Monsieur le directeur ? Oui ? Voilà, Julien Courbet, TF1, sans aucun doute à l'appareil. Oui, bonjour monsieur Courbet. Bonjour, merci, excusez-nous de vous déranger monsieur. Je sais que vous avez un emploi du temps très serré. Julien Courbet explique au directeur de l'établissement la progression du dossier auprès des différents services concernés. Alors maintenant, je me tourne vers vous, monsieur le directeur, pour savoir quelle est votre position. Monsieur Pouvot s'est engagé à l'origine de l'admission de son fils à faire les transports même. Après, il a pris la décision de prendre un taxi en demandant donc une aide supplémentaire avec les assurances maladie, qui avait dit oui jusqu'à présent. De toute façon, en résumé, monsieur Courbet, il n'est pas question que cet enfant pâtisse d'un problème financier. Donc on trouvera, et c'est pour ça que j'ai transmis des propositions hier, c'est pour ça que le papa les a pas, ni la CDES, j'ai transmis des propositions, soit on trouvait une possibilité d'accueil en internat, soit on essayait de trouver une solution d'accueil de proximité dans un établissement qui pourrait également assurer une prise en charge de rééducation motrice. C'est-à-dire qu'il y a des établissements qui seraient plus près de leur domicile ? C'est-à-dire, voilà. Lequel ? Il n'y ait plus ces questions de transport et une pénalisation pour la famille. Alors, et tant qu'on n'aurait pas trouvé cette solution, c'est ce que j'ai écrit au papa, et ça c'est dans mon courrier, envoyé à la CDS et à la Caisse d'assurance maladie hier. On prend en charge les frais de transport. Mais apparemment, d'après, alors j'entends bien ce que vous me dites, hein, monsieur, mais d'après apparemment le CDES, je le dis sous le contrôle du monsieur qui est du médecin du centre, pardon, je le dis sous le contrôle du papa qui est là, c'est le centre le plus près, le plus approprié, adapté en tout cas au handicap du petit. Non, il y a d'autres... C'est-à-dire que Maxime, quand même, a grandi. Hein, maintenant, il est un peu plus grand. Au départ, il avait une grosse problématique motrice qui n'est plus, je veux dire, aussi importante que maintenant.
Et il y a des établissements qui sont en mesure maintenant de prendre en compte son évolution. Alors, je voudrais me tourner vers le papa du petit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ce que j'en pense, c'est qu'il y a peut-être d'autres établissements, mais il n'y a pas au niveau de restant des soins, il n'y a pas la totalité comme il y a là au centre. Si, nous avons connaissance qu'un certain nombre d'établissements qui accueillent des enfants ayant un handicap moteur sont en mesure d'adapter leur thérapie en se dotant de moyens complémentaires avec des kinés libéraux, etc. Donc on est bien d'accord, monsieur, pour dire que si cette solution était envisagée, l'enfant n'irait que quand on sera certain que le nouveau centre peut assurer les mêmes soins. De toute façon, c'est pas moi qui fais les admissions et les sorties. Hein, c'est la commission d'éducation spéciale qui autorise une admission, qui autorise une orientation, une sortie d'état. D'accord. Hein, donc, Alors, il est clair que je ne peux pas d'autorité si la commission ne m'y autorise pas. Je ne peux pas d'autorité faire sortir ou rentrer un enfant. Bon, bah alors, est-ce qu'on peut rassurer ses parents? En tout cas, là, pour l'instant, le taxi, tout le monde continue à le prendre en charge. C'est ce que j'ai mis dans mon courrier, monsieur Courbet. Bien. Alors, maître de Caumont. Oui, juste une question, monsieur le directeur. Vous êtes au courant du fait que la commission départementale de l'éducation spéciale a rendu une décision de prolongation de séjour concernant Maxime du 1er août 2005 jusqu'au 31 juillet 2006. C'est une date qui est purement administrative. La famille ou l'établissement peuvent saisir la CES pour une demande de réorientation. D'accord. Mais en l'état actuel des choses, c'est 3 mois après une décision de ce type-là. Bien. Pour conclure, tant qu'il n'y a pas une solution équivalente, la vie continue telle qu'elle est actuellement. Oui, je vous assure, monsieur Courbet, que c'est comme ça. Bon. C'est dans ce sens-là que le papa pourra vous faire voir la lettre. Ça marche. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Très bien. Bonne route. Bonne journée, bonne Au revoir. Au revoir. Bien. Je puis vous dire que vous n'avez plus aucun souci à vous faire. C'est-à-dire que dans le pire, et encore, c'est pas un pire, c'est qu'on vous propose un deuxième centre, mais il faudra qu'il ait exactement les mêmes soins. C'est à vous, parents, avec l'aide de votre médecin, d'aller visiter le centre et visiter qu'il ait le même appareillage, les mêmes soins, peut-être même lister d'ores et déjà tous les soins qu'il a actuellement, et on fait papier contre papier. Est-ce qu'il y a la même chose? S'il n'y a pas la même chose, on reste là-bas. Parce que moi, lundi, au téléphone, il m'avait bien dit qu'il pouvait l'orienter ailleurs, mais il fallait qu'il mette des personnes pour s'occuper de Maxime. Pour ses soins et tout ça, il dit c'est pas sûr. L'internat, parce que je crois que le petit fait combien de crises d'épilepsie par nuit? 30 à 40. 30 à 40 crises d'épilepsie par nuit. Ça serait bon. Maître Michel. C'est d'autant plus important que ce que nous dit le directeur pour aller ailleurs, c'est une proposition et que la décision viendra de la CDES. Donc si le médecin maintient sa position, la commission départementale n'acceptera pas qu'on enlève l'enfant de cet établissement. Et ce directeur qui a joué franc jeu avec nous a bien reconnu que ces circulaires et autres directives sont très claires, c'est à l'établissement de payer. Donc par expérience, monsieur, je pense que votre enfant est encore là-bas pour un très long moment. Alors, rappelons quand même, pour conclure ce dossier, que le médecin le dit clairement, c'est la raison pour laquelle il justifie une prise en charge dans notre établissement, puisqu'il n'en existe pas de plus proche de son domicile. Ça date de mars 2005, à moins qu'un centre est ouvert entre mars et juin. Pour l'instant, c'est clair, net et précis, c'est le médecin qui le dit. Deuxième point, par rapport à ce qu'a dit le directeur maître de Caumont, l'autre solution serait de le mettre dans un autre centre qui n'est pas encore complètement adapté, mais où du personnel extérieur viendrait. Mais ça coûterait 2 fois plus cher que le petit bout de taxi. À mon avis, le fait que des personnels extérieurs, médicaux, paramédicaux, viennent fournir des prestations dans un centre plus proche uniquement pour Maxime coûterait beaucoup plus cher à la collectivité que le simple fait de payer un taxi pour aller rejoindre le quart de ramassage scolaire. Donc en l'état actuel des choses, pour l'instant, l'intérêt collectif, l'intérêt de Maxime et l'intérêt des contribuables, c'est de poursuivre auprès de ce centre. Ça me semble évident. Bon, José et Stéphanie, vous pouvez être rassurés, il ne bougera pas, madame, de cet établissement. Nous avons contacté parallèlement le secrétariat d'État aux handicapés. Tout le monde est en train de s'occuper de ça. Votre fils restera là-bas. Vous pouvez nous faire confiance. Il ne bougera pas. Et il sera pris en charge. Pendant que Julien Courbet réconforte et encourage José et Stéphanie en coulisses, nous appelons Philippe Streff, conseiller technique au secrétariat pour les handicapés. Nous passons l'appel en plateau. Allô ? Allô, pourrais-je avoir s'il vous plaît monsieur Philippe Streff? Oui, bonjour, c'est moi-même. Bonjour Philippe, Julien Courbet à l'appareil. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors Philippe, nos
équipes vous ont contacté concernant le cas d'un petit garçon. On vous l'a raconté, je ne vais pas vous le re-raconter maintenant, qui semble avoir des problèmes de transport. Nous voulions savoir si vous pouviez jeter un coup d'œil attentif à ce dossier. Bien sûr, vous comprendrez que je ne peux pas m'engager immédiatement sur ce dossier, que je ne connais pas parfaitement, mais par contre, je vous promets d'accorder vraiment toute l'énergie et tout le poids de ma fonction pour trouver une solution rapide, parce qu'on pourrait même envisager, pourquoi pas, comme cela a été le cas pour les handicaps très lourds, une anticipation de la loi qui sera en fait effective le 1er janvier prochain pour la pleine compensation financière des aides humaines et techniques consécutives au handicap. Je sais que tout ce que cela signifie pour cette famille, mais aussi Julien vous donnera en antenne toutes mes coordonnées, si vous êtes d'accord, pour que nous agissions ensemble et vite. Bon, c'est formidable, bravo. Mais Julien, je voudrais dire un petit mot. Pardonnez-moi Philippe, je n'ai pas entendu. Je voudrais juste dire un petit mot pour toutes les familles qui sont dans ce cas. Bien sûr. Marianne Monchamp, qui était secrétaire d'État aux personnes handicapées, a fait voter une loi pour l'égalité des droits et des chances et la citoyenneté des personnes handicapées. C'est cette loi qui sera applicable d'ailleurs en janvier 2006. Dans cette loi, que les personnes handicapées appelaient de leur vœu, il y a tout, mais vraiment tout ce dont nous, personnes handicapées et nos familles, avons besoin pour vivre normalement. Et donc, j'espère que pour ce petit garçon et sa famille, mais également pour toutes les familles qui sont dans ce cas, on pourra trouver des solutions. Mais tout à fait objectivement, parce que nous n'avons pas, nous faisons des émissions, nous essayons vraiment d'être le plus objectif et nous ne faisons pas de concessions. Ça a beaucoup bougé pour les handicapés, on s'en est aperçu depuis quelques temps. Oui, c'était une priorité de notre président de la République avec le cancer et l'insécurité routière et les choses avanceront très vite. Merci Monsieur Streff. Passez une bonne soirée, merci mille fois. Nous allons vous donner les coordonnées de cette famille. Avec plaisir. Au revoir Philippe, bonne soirée. Au revoir Julien. Au revoir. Bon, là je crois qu'il y a de quoi être rassuré, parce que je me suis dit ils ne sont pas complètement rassurés. Tout à l'heure, j'ai bien vu dans votre regard, madame, que vous n'y croyez pas beaucoup. Là maintenant, voilà, c'est le conseiller technique au secrétariat d'État aux handicapés qui va s'occuper personnellement de votre dossier. Je pense que vous êtes un petit peu plus rassuré. Oui, ça va mieux. Bon, tant mieux. Monsieur ? Tout à fait. Non, c'est quelqu'un de formidable et croyez-moi, qui défend et pour cause. Il est lui-même handicapé. D'ailleurs, je trouve tout à fait logique qu'une personne handicapée s'occupe des handicapés, car elle seule peut savoir ce que vivent et les besoins qu'ont ces gens-là et qui ont besoin vraiment d'aide et de plein de choses qu'on ne peut pas, nous, forcément appréhender. Voilà, je suis ravi pour vous, pour votre petit garçon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bon retour. La journée est terminée. Vous pouvez souffler et vous déstresser. Bonsoir. Vous vivez la même situation, 0826 107 109. J'ai même pas de mots pour trouver le bonheur que j'ai. Je suis vraiment satisfaite et je voudrais remercier toute l'équipe, tout le monde. C'est un vrai bonheur.